cette 101e vidéo sur la troisième partie sur les solides. Nous avions vu en première partie ce que c'était un solide, les deux grandes catégories, les corps ronds et les polyèdres. On avait vu aussi après dans un deuxième cours que dans les polyèdres, il y avait les prismes droits et les pyramides. Et là, nous sommes dans les corps ronds. Nous allons définir les corps ronds et parler des différentes caractéristiques des corps ronds. Donc les corps ronds, ce sont tous les solides qui ont des faces qui ne sont pas planes. D'accord ? Ils en ont au moins une qui n'est pas plane. Et les trois quarts du temps, en fait, quand on désigne corps rond, on désigne les trois solides qui sont représentés juste en face de vous. C'est-à-dire, ici, vous reconnaissez le cône, le cylindre et la boule. Donc ce sont trois corps ronds, puisque chacun d'entre eux possède une face qui n'est pas plane. En effet, sur le cône, ici, la face qui n'est pas plane, c'est la face qui est ici. Sur le cylindre, la face qui n'est pas plane, c'est la face qui est là. Sur la boule, c'est la seule face qui n'est pas plane. D'accord ? Alors, donc les corps ronds, ce sont des solides dont au moins l'une des faces est courbe. D'accord ? On peut les désigner aussi par un autre nom. On les désigne aussi par le nom de solide de révolution. C'est pour ça que parfois vous trouverez cône de révolution, cylindre de révolution, dans la pélogie, dans la façon de les nommer. Parce qu'en fait, ce sont des solides qu'on peut générer en faisant tourner une figure selon un axe. Je m'explique par des exemples. Ici, je reconsidère mon cône. Tout le monde voit le triangle là que je fais, que je dessine avec ma souris. Voilà. C'est un triangle rectangle. Si ce triangle rectangle, je décide de le faire tourner autour de cet axe-là, d'accord ? Eh bien, toutes les positions successives de mon triangle vont dessiner le cône. Pareil, ici, si je regarde mon cylindre, dans mon cylindre, j'ai un rectangle que je dessine pareil, avec le curseur de la souris. Si je fais tourner ce rectangle autour de l'axe ici, eh ben, l'ensemble des positions de mon rectangle vont dessiner un cylindre. Pour faire ma boule, l'objet que je vais faire tourner, c'est un disque. Alors, quand on parle de boule, la boule, c'est quelque chose qui est plein, qui n'est pas creux, comme solide. Quand on veut juste parler de l'enveloppe, on parle de sphère. Il faut retenir qu'une sphère, c'est creux, une boule, c'est plein. D'accord ? Donc, la boule est générée par la rotation d'un disque autour d'un de ses diamètres, tandis que la sphère, ça va pas être un disque, mais ça va être un cercle qui va tourner autour de l'un de ses diamètres. D'accord ? Donc, on va noter ça. On va noter que ces solides, on peut aussi les appeler des solides de révolution, car ils sont obtenus par la rotation d'une figure plane autour d'un axe. D'accord ? Alors, le cône et le cylindre, ce sont deux solides que vous réétudierez en profondeur en 5e et en 4e. D'accord ? Le cylindre, c'est souvent en 5e, et le cône, souvent en 4e, qu'on les réétudie. D'accord ? Alors, ces trois solides, ont des caractéristiques qu'on va expliciter. D'accord ? Alors, je vais descendre pour qu'on puisse commencer à compléter au fur et à mesure. C'est parti. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Donc, mes trois solides. Donc, on a dit que c'était le cône, le cylindre et la boule. D'accord ? Donc, je vais renommer dans le tableau cône, cylindre, boule, mais on va aussi expliciter toutes les différentes éléments de ces solides. Donc, ici, cône, cylindre et boule dans le tableau. Alors, on va considérer le cône en premier. Le cône, il a deux éléments un petit peu caractéristiques. Il a ce que j'ai mis pointé par la flèche verte, c'est son sommet. Alors, on parle aussi d'apex. Apex, donc sommet ou apex, c'est en fait le point culminant du cône. D'accord ? Vous avez aussi quelque chose d'assez caractéristique, c'est la seule face qui est plane
sur le cône, là, c'est la base. C'est un disque. Le disque, c'est un cercle qui est plein, je rappelle. Et donc, il a deux paramètres, la hauteur et son rayon. Donc, vous verrez que si on vous donne la hauteur et le rayon d'un cône, vous pouvez le tracer. Ensuite, vous avez donc le cylindre. Le cylindre, il a deux faces planes, qui sont des disques et qui sont des disques parallèles. Le cylindre, il est assez similaire à un prisme droit. En fait, ce serait un prisme droit dont les bases sont des disques. Mais c'est pas un prisme droit. Si tu as un prisme droit, il faut que toutes les faces soient planes. D'accord? Donc, en fait, c'est comme si, je sais pas, vous imaginez un prisme droit qui aurait, dont la face serait un polygone régulier. D'accord? Donc, je sais pas moi, un pentagone, par exemple. Et puis, on s'amuserait à augmenter le nombre de côtés au fur et à mesure. Donc, on passerait de l'hexagone à l'heptagone, à l'octogone, ainsi de suite. Et on ferait tendre ce nombre de côtés vers l'infini. Et ben, l'objet qu'on obtiendrait en faisant tendre le nombre de côtés de la base à l'infini, le solide qu'on obtiendrait, ce serait un cylindre. D'accord? Et donc, un cylindre, c'est pareil, il a deux paramètres qui sont utiles pour le tracer, la hauteur et son rayon. La boule, elle a un point caractéristique qui est son centre, et on n'a besoin que de son rayon pour la tracer. D'accord? Donc ça, ce sont les éléments nécessaires à représenter ces solides, et les éléments nécessaires pour les tracer. Alors, on va parler des caractéristiques donc de face, de sommet et d'arête. Alors le cône, il a deux faces. Il a la face, la base, puis la face courbe. Comme sommet, il n'en a qu'un, c'est l'apex. Et les arêtes, il a qu'une seule arête, puisqu'il n'y a qu'une frontière entre deux faces, c'est le petit cercle. Le cylindre, lui, il va avoir trois faces, les deux bases plus la face courbe. Il va pas avoir de sommet. Et il a deux arêtes qui sont les deux cercles. Alors, que ce soit pour le cône ou sur le cylindre, les traits ici qu'il y a, ce ne sont absolument pas des arêtes. Ce sont des traits de construction pour se représenter le volume. Ce ne sont absolument pas des arêtes. Les trois solides, là, ils sont représentés en perspective. Donc ce ne sont pas des arêtes, c'est une façon de les représenter pour donner une idée du volume. On verra ça tout de suite après. Et nous avons la boule. Alors la boule, c'est le solide le plus simple, parce que elle a une seule face, et zéro sommet, zéro arête. Voilà ce qu'il y a à connaître pour les corps ronds. Alors, on va parler de comment on représente des solides dans un plan. En fait, je vous ai montré, à longueur de temps, quand je vous ai représenté les solides, la majorité du temps, dans le cours, ils sont représentés en perspective. D'accord? Et il y a une autre façon de les représenter qu'on va voir, et on va aussi expliciter les paramètres de la perspective. Alors, on va changer de page. Et voilà, donc représentation des solides dans le plan. Une difficulté de la géométrie en espace, c'est les solides, ce sont des figures en 3 dimensions, et on doit les représenter à longueur de temps, soit sur le tableau, soit sur une feuille de papier. Or, le tableau et une feuille de papier, ça n'a que 2 dimensions. Un solide, ça en a 3. Donc ça, c'est notre première difficulté. C'est comment rendre compte du volume si on les représente aplatis. Donc, la difficulté, c'est de représenter des figures à 3 dimensions dans un plan à 2 dimensions. Et les plans à 2 dimensions, donc c'est la feuille de papier ou le tableau. Pour représenter dans le plan, on peut utiliser 2 méthodes. Vous avez celle qu'on a utilisée à longueur de temps dans le cours ici, c'est la perspective. Et vous avez une autre méthode, ce sont les patrons. Les 2 méthodes, vous avez dû les voir en primaire, mais c'est pas grave si vous les avez pas vues, parce qu'on va les revoir, et puis on va les utiliser un petit peu, et puis on va les utiliser un petit peu toute la semaine prochaine. Alors, la perspective, qu'on appelle, en maths aussi, c'est ce qu'on appelle aussi la perspective cavalière. Alors, si ça s'appelle cavalière, c'est que on a trouvé cette méthode en étudiant les foulées d'un cheval. En fait, on voulait expliciter le mouvement des jambes d'un cheval quand il effectuait
le galop. Et donc la méthode qu'on a mise au point pour pouvoir étudier cette foulée, la méthode de représentation, ça a été la perspective. D'où le fait que dans pas mal d'ouvrages, on parle de perspective cavalière. C'est simplement la méthode de dessin qu'on a utilisée pour représenter la foulée d'un cheval. Donc, et que nous, on s'est approprié en maths pour représenter ensuite les solides et autres choses. D'accord ? Alors, la perspective cavalière, c'est une méthode qui permet de représenter des objets à 3 dimensions dans le plan. Et comment elle procède ? Et bien, si vous regardez les petits solides que je vous ai mis là, elle nous donne une idée du volume de notre objet à 3 dimensions en représentant des choses qu'on n'est pas censé voir. En effet, les arêtes ici, là, qu'on voit, c'est pas des arêtes qu'on est censé voir si le solide il est plein. À moins d'être Superman et de voir à travers les solides, on n'est pas censé voir les arêtes de l'autre côté. D'accord ? Et c'est grâce à ce procédé-là, et il y a 2-3 autres procédés, que la perspective nous permet de donner une idée du volume d'un objet. D'accord ? Alors, on va noter ça. Donc, la perspective est une méthode qui permet de représenter un solide sur une feuille de papier, tout en donnant une idée de son volume, en rendant visibles les parties cachées à l'observateur. Alors, le caché, il y a un E. Donc, on va le mettre tout de suite. Voilà. Et j'ai agrandi un petit peu. Tac. Voilà. Pardon. On va mettre tout de suite le E, parce que sinon, on va pas le faire. D'accord ? Donc, c'est bon ? Pour tout le monde. Alors, les règles de la perspective cavalière, il y a 3 grandes règles qu'on va voir. Il y en a d'autres, mais c'est celles les plus importantes que vous aurez besoin au cours de cette année. Et puis de votre collège. Alors déjà, on va parler du parallélisme. D'accord ? Et pour parler du parallélisme des arêtes, je vais faire un lien avec l'art plastique. Je crois que cette année, vous avez utilisé la perspective pour représenter des choses en art plastique, pour faire un projet. Vous avez utilisé le point de fuite, puis vous avez utilisé ça pour faire des constructions en volume. Mais quand vous faites votre point de fuite, il y a une propriété que vous ne respectez pas, c'est pour ça qu'on parle de perspective artistique en art plastique, et pas de perspective cavalière. Ce point que vous ne respectez pas en art plastique, c'est justement le parallélisme. En effet, si je prends par exemple cette arête-là et cette arête-là, d'accord ? Dans la réalité, elles sont parallèles. Et en perspective cavalière, on va les représenter par 2 segments qui sont parallèles. Et on fait ça pour toutes les arêtes qui sont parallèles. Celle-là et celle-là sont parallèles dans la réalité, et on les représente de façon parallèle sur le dessin. Ce qui n'est pas le cas dans la perspective art plastique que vous avez vue en art plastique. La perspective artistique que vous avez vue en art plastique. D'accord ? Donc, les arêtes parallèles sur un solide sont représentées par des segments parallèles. Ensuite, les faces qu'un observateur a face à lui. Donc, face devant, face arrière. Alors, pour expliciter mes propos, je vais prendre cette représentation d'un pavé droit. Vous avez la face de devant ici, qui est un rectangle, et puis la face de derrière. On sait que c'est un pavé droit qui est représenté, mais dans un pavé droit, logiquement, toutes les faces sont des rectangles. D'accord ? Donc toutes les faces sont des rectangles. Sauf que quand je regarde mon dessin, ça c'est pas un rectangle, ça c'est pas un rectangle, ça c'est pas un rectangle, ça c'est pas un rectangle. D'accord ? Par contre, les 2 seules faces qui sont représentées par un rectangle, ce sont la face de devant et la face de derrière. Les faces qu'on a représentées dans le plan de la feuille. D'accord ? Et bien ça c'est une autre règle de la perspective. C'est que toutes les faces qui sont dans le même plan que celui de l'objet de la feuille, ou du tableau, vont être représentées sans transformation et en vraie grandeur. Sans transformation et en vraie grandeur. D'accord ? Ok. Et la dernière règle, c'est celle qu'on a étudiée, que je vous ai montrée au début, c'est celle qui est la plus voyante quand on parle de perspective. Ce sont, en fait, le fait que toutes les arêtes qu'on ne voit pas sont représentées, et elles ne sont pas représentées en trait plein, elles sont représentées en pointillés. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir une idée du volume.
Pour la boule, les 3 quarts du temps, on représente un cercle ici, mais ce cercle n'existe pas en fait dans la réalité. C'est juste pour donner une idée du volume. Hein. Si vous prenez une boule, vous ne dira pas ça dessus. Hein. C'est juste une façon de le représenter. D'accord? Pour représenter le volume. J'espère que vous avez compris ce qu'on vient de faire, ce que j'ai essayé de vous expliquer par cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.